Bonjour Isabelle. Voilà, donc certains de nos auditeurs te connaissent déjà pour t'avoir entendu en voix off pendant nos directs. Donc c'est toi qui faisais la modération. Je te remercie beaucoup pour toute l'aide que tu nous apportes au repas UFO Annecy. Et surtout d'avoir bien voulu accepter cette invitation et de nous présenter un cas qui t'a demandé pas mal de préparation. Donc tu as passé du temps. Je voulais que chacun soit conscient de tout ce travail que ça demande. Mais voilà, c'est un cas très intéressant, donc je te remercie d'être là et je te donne la parole. Merci pour tout. Merci beaucoup Isabelle, merci aux auditeurs et aux auditrices. Alors je vais faire... On est toujours un peu stressé quand on doit parler, même si on a un peu d'expérience, même si c'est notre boulot, même si on est chez soi confiné. Alors, c'est vrai. Aujourd'hui, je vous emmène en Afrique, mon pays d'origine, le continent où je suis né, mais pas au Maroc, je vous emmène en Gambie. Voilà, alors, on va voir où c'est. Pardon ? Donc voilà, je vais montrer la carte pour qu'on puisse bien situer où se trouve l'endroit où se passe cette histoire, ce cas ufologique. Alors, ce cas se passe à Tangi, pas à Tanger où je suis né, mais à Tangi, Tanji, et je crois que c'est entre Banjul et Ziguinchor. Donc c'est un petit port de pêche, comme on le voit sur la superbe photo que nous présente Isabelle. Et voilà, c'est l'Afrique, c'est les couleurs vives, la chaleur humaine. Et c'est un cas assez extraordinaire qui m'a un petit peu turlupiné depuis belle lurette et que j'avais présenté à OVNI Grenoble, du fait que je parle espagnol. Voilà, c'est alors vrai si tu veux, oui c'est bien d'avoir quelqu'un qui a accès à différentes langues parce que ça nous permet aussi d'agrandir un peu notre champ d'investigation quelque part, parce que nous, francophones et français, on a un petit peu de mal avec les langues. Et il faut préciser que toi, tu maîtrises quand même 5 ou 6 langues, je ne sais pas combien, mais c'est impressionnant. Donc merci de nous en faire... Je suis né dans la soupe. Merci de nous en faire profiter. Disons que là où je suis né, à Tanger, les gens sont bilingues, trilingues de naissance en fait. Il suffit d'écouter un peu les radios espagnoles, la télé marocaine qui est arabophone, francophone et même berbérophone maintenant, ce qui est tout à fait naturel et normal. Et on était aussi arrosé par une base militaire américaine à Rota, Spain, et il y avait Gibraltar. Donc moi je baignais dans ce melting pot et pour moi c'était ça la norme. Ah oui, ça a dû te faire tout drôle quand tu es arrivé en France. Absolument, parce que les gens me disaient mais comment ça se fait que tu parles espagnol, mais comment ça se fait que tu parles anglais? J'imagine. Parce que nous on est un peu à la traîne, hein, j'avoue. Un peu à la traîne. Voilà. Ouais. Alors aujourd'hui donc on part tous en Gambie. Et on part avec une brave dame qui s'appelle Marifé Ursainqui, ou Ursainqui si vous êtes latino. C'est un nom basque. Et Marifé aussi, rien que son prénom est très révélateur parce que Marie, donc c'est la mère de Jésus, et Fé, c'est la foi. Donc vous voyez, elle est porteuse de pas mal de... Elle charrie pas mal de choses. Et on verra aussi que le nom de son guide gambien est intéressant. Je peux très bien tout de suite vous expliciter. Il s'appelle Lamine, Al-Amin en arabe, qui veut dire celui qui donne confiance ou à qui on peut faire confiance. Et Al-Amin, c'est un des surnoms du prophète de l'islam. Donc vous voyez ça. Oui, déjà rien que les noms n'ont pas été choisis au hasard, par le hasard, on va dire. J'ai l'impression, et vous verrez, et tu verras, et les auditeurs, Isabelle, par la suite, des déroulements des faits, que c'est lié aussi. Hein. Il y a alors, aux auditeurs et aux auditrices de se faire une idée de ce que c'est, parce que moi, moi, je suis qu'un pont, en fait. J'amène des choses, des faits, et c'est aux gens, bien sûr, d'interpréter, de tirer leurs conclusions. Je n'ai aucune vérité. Alors, cette dame, Marifé Ursainqui, c'est une voyageuse infatigable, et une dame très élégante, comme on peut la voir là, très bien soignée sur elle, très instruite, très respectable. Et elle est de Navarra, donc dans le nord de l'Espagne. Mais depuis le décès de son mari, elle a choisi d'habiter à Torrevieja, je crois, qui est dans le sud,
près de Jaén, si je ne me trompe pas, mais je peux me tromper. Hein. Donc le 11 septembre, le 10 septembre, elle décide d'aller avec des copines. Elle avait l'idée d'aller en Irlande. Elle est attirée par le Nord, elle aime bien l'anglais. Et ce qui explique son choix après pour la Gambie, parce que la Gambie, malgré les influences portugaises, marocaines, elle finit par être une colonie britannique jusqu'en 1965. Une année très importante, en tout cas pour moi. D'accord. On ne donnera pas jusqu'à la date. et donc, elle sort avec un billet pour la Gambie. Alors, la Gambie, parce qu'on y parle anglais, elle a dit, bon, ben moi, ça me parle, je vais y aller. Elle choisit, une fois dans le pays, donc elle choisit son guide à Lamine, elle l'appelle en espagnol, et le but, c'était en fait qu'il lui fasse visiter les marchés, surtout les plages où on voit les pêcheurs, et ça va se passer là, et les lieux alentours. Hein, donc pittoresque. On s'imagine donc dans elle a un cette... hôtel et c'est confortable, hein, elle sort, elle a son guide, mais on sent que c'est une personne qui est ouverte et qui va, mais vraiment sans a priori. Elle ne sait rien de l'ufologie, ça ne l'intéresse pas, ça ne l'a jamais intéressé, pas plus que, mais elle est à des années-lumière de ce qui va lui arriver, hein, de savoir ce qui va lui arriver. Donc... Alors excuse-moi parce que j'ai peut-être pas bien écouté, je ne sais pas si j'ai raté quelque chose, mais entre l'Irlande et la Gambie, qu'est-ce qui se passe? Rien du tout, c'est que le plan pour aller en Irlande tombe à l'eau pour des raisons personnelles. Et le 10 septembre, elle va dans une agence de voyage, elle sort avec un billet pour la Gambie, seule, pas avec les copines. D'accord. Et donc ça c'est le 10 septembre. Elle arrive, non, je crois que c'est un petit peu avant, le 10 septembre, elle est en Afrique, elle choisit un guide, elle s'installe dans un hôtel, c'est confortable, voilà, c'est pas la grande aventure, mais c'est quelqu'un qui est intéressant. Et donc, la matinée se passe tranquillement, si mes mémoires sont bonnes, visite des marchés, visite des lieux un peu alentours, et l'après-midi, il décide d'aller à la plage. Pas pour faire bronzette, mais pour prendre des photos, justement parce que comme on le voit ici, les marchés sont très colorés, les plages aussi, et pardon. Et l'idée c'était de prendre des photos des pêcheurs. Hein. Et vers les 18h30, elle arrive et elle voit dans la mer, pas très loin, une petite barque avec 2 garçons qui sont en train de faire des grands signes. Et à sa gauche, en hauteur, sur sa gauche, là, elle voit une espèce d'objet. Mais elle ne fait pas attention, donc elle dit, tiens, je vais prendre une photo. Et elle lève la tête, elle pense, tiens, c'est vraiment rare la Gambie, c'est bizarre la Gambie, parce que même les oiseaux sont métalliques. Ah, là, c'est la rencontre avec l'absurde. Donc, on rentre dans une autre zone. Et quand on entend cette dame bourgeoise de Navarre, on se dit, mais c'est pas le genre à plaisanter et à raconter des histoires, avec tout le respect que j'ai pour les bourgeois. On sent qu'elle n'est pas là pour plaisanter. Hein. C'est quand elle parle, on l'écoute. Et elle se dit, tiens, c'est bizarre, même les oiseaux sont métalliques en Gambie. Que raro. En espagnol, c'est bizarre. Et hop, tout d'un coup, paf, elle se retrouve dos contre la mer, direction l'hôtel, avec son guide qui ne pipe pas un mot. Et au lieu de prendre des photos, il retourne tranquillement vers l'hôtel, docilement. Ils n'ont pris aucune photo des pêcheurs, et c'est normal. Donc elle arrive chez elle, et le lendemain, les choses commencent à bouger. Donc, elle ne parle pas de ce qu'elle a vu avec son guide. Le lendemain, d'après mes souvenirs, elle se lève avec une petite blessure sur la joue droite et elle saigne du nez. Alors, pour les néophytes qui m'écoutent, et d'ailleurs je passe un grand bonjour aux collègues les oufs de Grenoble,
notamment Thierry Guet, Denis Alarcon, Marc, Claude, et aussi les oufs de Châtenay, n'est-ce pas, qui vont sûrement nous écouter, hein, Louis et Marie-France. Les ufologiques. Voilà, les ufologiques. Ça va devenir des ufologiques. En fait, là, on va dans le terrier du lapin blanc. On commence avec les effets de Poltergeist, et elle a un peu mal à la tête. Mais bon, elle se dit, oh, c'est la fatigue du voyage, et puis un petit saignement nasal, c'est rien du tout, c'est pas très très grave. Et puis, elle se rend compte aussi que sa montre, elle a du retard. Elle est en retard de 20 minutes. Bon. Alors, ça commence. Pour les connoisseurs, comme disent les Anglais, ça, c'est ce qu'on appelle le missing time. Voilà. Ça, c'est vraiment des signes d'abduction, le nez qui coule, que beaucoup d'abductés vont ramener aux pionniers comme Bud Hopkins. C'est assez fréquent, oui, effectivement. C'est très fréquent, et là, je voudrais faire un aparté ou une aparté sur les chercheuses, en fait. Parce qu'il y a des grandes chercheuses ufologues, et on n'en parle jamais. C'est comme Carla Turner ou comme Barbara Bartolick. Et il faudrait un jour qu'on fasse, ou que je fasse moi un travail pour rendre hommage à ces femmes qui ont perdu leur vie, d'ailleurs, en soulevant des lièvres. Hein. Alors, je retourne à cette dame, donc Malifée Olianki. Et voilà. donc l'objectif était de prendre des photos. Le lendemain, elle se retrouve avec des problèmes un peu de santé, mais ça ne l'alarme guère. On sent que c'est une baroudeuse, elle ne va pas se laisser faire, donc elle veut passer son séjour. Elle passe son séjour tranquillement. Son séjour se passe normalement, et jamais elle ne soulève quoi que ce soit, elle ne pose aucune question à la mine. Il l'accompagne, jamais il ne parle de cet épisode. Donc elle rentre chez elle, le voyage prit fin, et le 16, ce fut le retour en Espagne. Alors elle vide ses valises, elle se relaxe chez elle, le confort de sa maison, et elle va développer ses 2 appareils jetables. Et après quelques heures d'attente, elle réalise en fait que dans une des photos, en haut à gauche, il y a un objet. Et ça provoque un déclic, un flashback dans sa mémoire de l'objet métallique. Et avant que j'oublie, quand elle va faire une des premières hypnoses régressives avec un psychologue, hypnologue et hypnothérapeute qui s'appelle José Cava à Madrid, en fait, 5 mois après, elle prend un rendez-vous avec ce monsieur pour dire que, elle se rappelle que quand elle a aperçu l'objet métallique, elle a vu qu'il y avait des enfants qui faisaient sur la plage des exercices de gymnastique bizarres. Elle n'a jamais su ce que c'était. Est-ce que c'était du foot? Les gens lui ont dit, on ne sait pas. Et il y a des garçons qui sont passés devant elle, des enfants, qui ont dit, tiens, les visiteurs arrivent, et elle aussi, elle les a déjà vus, et il y a eu un nuage vert qui tournait autour de ces enfants. Ça, elle ne s'en rappelle qu'après hypnose. Hein. C'est comme si on avait un peu tamponné sa mémoire, donc elle ne réalise ça que après plusieurs séances d'hypnose. Donc, blocage de mémoire, elle rentre en Espagne, et en février, elle commence à avoir des souvenirs, et sous hypnose, voilà ce qu'elle raconte. Alors, accrochez-vous. Marie-Fé relate à la première personne comment quelque chose qui se trouvait à l'intérieur de la mer l'a happée. Je me perds un petit peu dans mes notes, Isabelle. Il n'y a pas de souci. Mais bon, on va faire, comme je dis à mes étudiants, vous relatez avec votre mémoire. C'est ça ce que je veux entendre. Donc, s'ils m'écoutent, là, ils vont se marrer. Alors, voilà ce qui se passe. C'est qu'elles se sont happées. Elles rentrent dans un tunnel. Avant de rentrer dans ce tunnel, il y avait 2 ouvertures. Alors après, j'ai entendu au Sotano Sayado qu'elle disait qu'il y avait une ouverture pour la mine et une ouverture pour elle. Donc elle rentre dans un tunnel et dans un corridor après. Et dans ce corridor, il y avait des objets qui étaient attachés au mur et il y avait des objets qui étaient flottants.
ces objets flotter. Et elle voit comme une inscription sur le mur avec des caractères asiatiques, chinois, et une épée en plein milieu. Premier signe. Signe de dynastie, emblème militaire, on ne sait pas. Elle parle d'emblème militaire. Après, elle voit une chandelle avec 7 branches représentant la culture hébraïque. Après, elle avance, elle flotte en fait, et elle voit son corps est inerte. Ça me rappelle le cas de Linda Cortile, Linda Napolitano, un des plus grands cas de Bad Hopkins. Et qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit une toile avec des versets coraniques. Donc c'est le Coran. Et après, au fond du couloir, d'après mes mémoires, il y a un totem indien. Et ce qu'elle ressent, c'est une grande paix, une tranquillité, un calme. Et elle n'a, à aucun moment, elle n'a peur. Par contre, elle arrive dans une salle et au fond de la salle, elle voit 3 entités. Donc là, elle se voit toute petite et en fait, elle est sur comme une espèce de table, de lit. Et elle voit 3 entités autour d'elle, avec une robe noire et une tête conique. Comme à Grenoble, on dit, c'est des têtes de cône, comme disait la chercheuse Karen Hudes, qui travaille à la Banque mondiale. C'est elle qui parle de ces entités, la première. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, en fait, ils sont autour d'elle, et comme dit Daniel Valverde, ils sont 3. Et il y a toujours ça fait que très souvent dans les abductions, il y a 3 entités, on ne sait pas pourquoi. Eux, ils disent qu'ils ont peut-être besoin d'être à 3 pour faire ce qu'ils doivent faire. Toujours est-il qu'il y a un écran qui apparaît derrière eux, qui s'approche d'elle, et là, c'est comme un microchip qui sort. Et bon, on sait, les chercheurs dans ce domaine complètement ouf, parce que l'abduction, en fait, les abductions ne sont pas très populaires en ufologie, quoiqu'il y ait eu beaucoup de progrès. Quand il y a un saignement du nez, c'est qu'il y a sûrement un implant. Voilà, un implant. D'après les chercheurs, hein, moi je suis un ufologue de salon et un gars curieux. Donc, et alors, qu'est-ce qu'ils font? Voilà, elle ne voit pas leur tête, elle ne voit pas leur corps, mais elle aperçoit à un moment donné une main avec des doigts très très longs et une main crayeuse. Et dans cette main, il y a une boule multicolore, comme dans les iconographies mariales. Alors, il faudrait que je trouve une image de ça à montrer aux auditeurs, où les auditeurs pourront chercher, qu'on leur semblera sur Internet. Alors, voilà ce qu'elle décrit. Donc, elle dit qu'à aucun moment elle a eu peur. Qu'est-ce qui se passe après? Donc, quand elle est chez elle, elle s'aperçoit qu'elle a une sensibilité autre. Elle voit les auras des gens, elle voit les auras des plantes. Un jour à Madrid, elle voit une jeune femme arriver complètement désolée, complètement désespérée. Elle qui est très bourgeoise, d'une certaine classe sociale, ne va pas aller vers les gens et les toucher. Eh ben, cette jeune femme, elle l'a arrêtée, elle lui a touché le front. Elle lui a dit: je sais que tu souffres, elle l'a tutoie en plus. Je sais que tu souffres, mais ça va aller, accroche-toi. Alors, donc elle a développé des sens qu'elle n'avait pas avant. Tout à fait. Hein, donc, alors, j'espère que je n'ai pas sauté certaines choses. Je relis un petit peu mes notes, parce que ce serait dommage de... Voilà, donc elle s'est vue flotter, aspirer, et les entités, voilà, ça je voulais raconter. Qu'est-ce qu'elle va faire de tout ça, elle? Parce que c'est quand même incroyable, cette femme, elle est à la retraite, elle a une vie confortable, bon, elle est veuve, et je trouve qu'elle a du courage d'aller au fond des choses. Et qu'est-ce qu'elle fait 1 an après? Elle tente de communiquer avec ces êtres. Donc elle retourne sur place. Elle retourne pas sur place, mais elle retourne en Espagne dans un endroit qu'elle aime bien, qui s'appelle la Playa de la Mata, qui est une très jolie plage où elle habite à Torrevieja. Et entre les dunes se trouve un joli bosquet où règne paix et tranquillité.
Donc elle passe des heures où mentalement elle essaye de leur dire s'il vous plaît communiquez avec moi et rien. Donc frustrée, elle décide de rentrer chez elle. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Rien. Une fois chez elle, à un moment donné la soirée passe, elle va au lit et elle éteint sa lampe de chevet. Et au moment où elle commence à se relaxer pour s'endormir, elle a un besoin mais irrépressible de se lever, de prendre un papier, de commencer à écrire. Ah, ça c'est aussi ce sont aussi des récits qu'on entend. Écriture automatique. Voilà. Et c'est là où elle nous pond un poisson avec des formules mathématiques. Alors est-ce que ce sont les formules qu'on a dans la... Alors bien sûr, Daniel Valverde a les bras longs, c'est un chercheur ufologue, il est catalan et il s'est installé à Alicante dans le sud et c'est grâce à lui que moi j'ai connu cette histoire, grâce au programme qui s'appelle El Sótano Sellado. Ah oui, alors là on va le montrer parce que c'est... donc ça vaut El Sótano Sellado, le sous-sol scellé, donc c'est ce monsieur, il a toute une équipe autour de lui et ce qui est génial c'est qu'il y a des scientifiques avec lui. Il y a des gens qui sont sceptiques, donc c'est une équipe équilibrée. Hein. Il y a des débats et c'est très ouvert. Hein. On n'est pas là, on n'est pas chez Raël, hein, avec tout le respect que je dois à Raël. Bon, bref, ça c'est autre chose. C'est tout à fait différent. On n'est pas sur le même registre. C'est des jeunes qui font un boulot sérieux et qui donnent la donne à plusieurs interprétations, et notamment scientifiques. Et donc Daniel Valverde, il va contacter un ami à lui qui est physicien, qui s'appelle Edgar León, c'est un jeune homme, et il lui dit est-ce que tu peux en tirer quelque chose de cette formule? Alors là, on voit le petit poisson avec cette formule, et donc il lui laisse quelques jours ou quelques temps pour décider de quoi il en retourne, et la réponse fut édifiante. Il dit que ceci représente une équation cohérente de niveau complexe et qui paraît être un principe de physique des particules sur la distorsion de l'espace-temps à grande vitesse et très difficile à résoudre. Ok. Bon, on va avoir du mal à... L'ami Marie-Fé se met à la physique des particules. D'accord. C'est un bon début. Moi, je trouve ça génial. D'accord. Oh, très bien. Alors, voilà, donc... il y a d'autres choses qui me reviennent, mais ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai l'impression que cette femme n'a jamais eu peur. Moi, je pense qu'à sa place, j'aurais eu bien peur. Elle n'a jamais eu peur. Et elle en est sortie grandie de cette histoire. Et bien sûr, à un moment donné, on lui a posé la question d'où venaient ces entités. Alors, elle se rappelle dans une des nombreuses sessions d'hypnose régressive, elle entend le mot Sirius. Sirius. Et Sirius, c'est une étoile très vénérée et importante chez les Égyptiens. Et ce qu'elle dit après, c'est qu'un jour, quelques mois après, elle s'intéresse à une revue historique sur Toutankhamon, et elle voit apparemment quelque chose sur la tombe de Toutankhamon qui ressemble à ce qu'elle a vu ou à cet objet qu'elle a vu. Alors voilà, donc ça j'ai pas pu le trouver. Mais sur l'origine de ces entités, elle dit qu'ils sont de Sirius. Et rappelons que les Égyptiens donc vénéraient Sirius comme les Dogons, la tribu de Dogon du Mali, qui eux disent carrément qu'ils viennent de là, quoi. Et c'est grâce à deux anthropologues français qu'on a eu ces témoignages sur... Alors l'Afrique, elle recèle de nombreux cas, et je rends aussi hommage au chercheur espagnol Juan José Benítez, qui a fait un travail toute sa vie, qui a rencontré Pinochet, pour le cas de El Cabo Valdés, par exemple, au Chili. Donc ces 20 minutes de disparition peuvent correspondre à un autre plan du temps. Moi, je ne veux pas m'aventurer dans des choses parce que je veux rester prudent, mais le cas du Cabo Valdés, par exemple, au Chili en 1975, ou celui de Travis Walton, où, par exemple, ils vont se faire abducter par des lumières avec une barbe, ils étaient très bien rasés, parce que c'était militaire, le cas du Cabo Valdés, et 15 minutes après, ils reviennent avec une barbe de 5 jours, Isabelle. Ah, d'accord.
Donc ça indique qu'ils ont peut-être fait un plongeon dans un autre espace. Il s'est passé quelque chose. Voilà. Donc voilà un peu cette histoire de cette dame qui m'a interpellé, que je voulais partager avec le groupe ufologique d'OVNI de Grenoble et partager avec toi. Donc finalement, on sait pas on connaît pas plus que ça. On sait qu'elle a eu un missing time, on sait qu'elle a voyagé dans le temps, elle a été abductée, elle est revenue avec probablement un implant. Sûrement. Et des perceptions qu'elle n'avait pas avant. Oui, et c'est une femme qui est en pleine forme, qui est ouverte, qui est plus dans la spiritualité, qui voit l'aura, qui voit l'aura des plantes, des animaux. Elle devient, comment dire, plus ouverte, plus au service d'autrui. Et ce que j'ai oublié ou peut-être omis volontairement sans le savoir, peut-être, c'est qu'à un moment donné, le clou de l'histoire, c'est qu'ils lui ont fait visiter certains couloirs, et dans ce couloir, il y avait des containers avec des êtres humains, comme s'ils étaient conservés de plusieurs périodes du temps de l'humanité. Ça voilà. Alors, est-ce qu'on peut montrer la photo de l'OVNI ? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, voilà, donc ça c'est un extrait de la photo qu'elle a retrouvée, qu'elle a développée à son retour. Alors là, ce qu'il faudrait signaler, Isabelle, pardon de t'interrompre, c'est cette photo, cette forme d'OVNI comme un chapeau, en fait, comme un sombrero, comme elle dit, on la retrouve dans certaines peintures. Hein. On la retrouve même à Beaune, en France, dans un. Bon, il y a certains qui disent que c'est un peu le symbole de sponsoring de l'Église, etc. Mais on le trouve assez souvent. Alors, ce n'est pas un seul ovni, mais deux, puisqu'en fait, il y a un autre objet argentique qui est en dessous de cet ovni. Et après, il me reste un dernier point à aborder avec toi pour terminer cette histoire. Et j'ai oublié de le dire, et c'est très important, c'est qu'elle a eu un brainstorming le jour où elle a vu à la télé l'épisode d'Atlantis. Comment un objet avait empêché ce shuttle de redescendre sur Terre. Alors la NASA avait dit que c'était un sac plastique de supermarché. C'est original comme excuse. Alors les Américains disent très souvent de la NASA, c'est never a straight answer, c'est-à-dire jamais une réponse. Ils sont un peu normands. Hein, je salue les amis normands, hein, je plaisante. Never a straight answer, ça veut dire, voilà quoi, on ne donnera jamais une réponse claire. Et en fait, cet objet tubulaire lui a fait vraiment, ça a été un déclic pour elle, et elle s'est vue happée dans cet objet tubulaire. Et c'est là, ce qu'elle a raconté à Daniel Valverde, elle lui a dit, c'est grâce à cette news, à cette nouvelle à la télé, que je me suis dit, tiens, mais c'est ça. Et elle a commencé à écrire. Elle s'est rappelée de... Voilà, alors quelle est la symbolique de ces objets dans cet appareil, ou dans ce tunnel, ou dans la culture chinoise, les dynasties, les blasons militaires, la culture hébraïque, la culture musulmane. Alors, on lui a posé cette question et elle a dit, c'est un peu comme la théorie de la panspermie, c'est-à-dire que c'est eux un peu qui fécondent un peu les planètes, qui amènent la vie et qui décident de certaines choses. Alors moi, je ne veux heurter la sensibilité de personne, mais penser que les religions ont été créées par certaines entités, c'est tout à fait possible. Voilà. C'est tout à fait possible que, d'ailleurs, quand on lit le terme Elohim, c'est pas le Dieu qui est venu du ciel, mais c'est les dieux qui sont venus du ciel et qui ont trouvé les femmes des hommes fort attrayantes, ils ont conçu des enfants avec. Voilà, je terminerai sur ça. Aux auditeurs de tirer leurs conclusions. C'est quand même toujours un peu difficile à entendre, mais pourquoi pas. De toute façon, au repas UFO, on donne toujours la parole à tout le monde, et ce sont des choses qu'on a déjà entendues, puisqu'on a déjà parlé de ça avec Nicolas qui nous a fait un très très long exposé sur les origines.
sur le cunéiforme et toutes ces écritures qui sont encore visibles au Louvre. Hein. On a des tablettes, on a des messages qui sont toujours écrits et qu'on n'a toujours pas toujours. Enfin, je pense qu'il y en a pas mal qui sont quand même lus. Je suis pas certaine qu'on ait tout lu. D'ailleurs, sur la fiche, c'était l'avez-vous lu avec. Et puis, il y a certaines tablettes qui ont disparu suite à la guerre tragique en Irak. Alors, revenir sur un point, c'est que j'ai oublié décidément aujourd'hui de développer, c'est la dernière image, et c'est Jota Jota Benitez qui en parle. C'est une peinture rupestre, voilà. Ah oui, alors on l'avait inséré sur cette Voilà. photo. Alors qu'est-ce que c'est cette peinture rupestre? Voilà, c'est cette peinture rupestre qu'on retrouve dans le désert du Tassili algérien, dans un endroit qu'on appelle las cabezas redondas, comme dit Jota Jota Benitez, c'est-à-dire les têtes rondes. Et sur la gauche, on voit une espèce de, je ne sais pas, c'est un cercle, c'est une bulle, c'est un appareil, avec une entité qui est en train de tirer des humains et des femmes ici, de type négroïde, 1, 2, 3, la troisième, qui porte un enfant. Alors certains chercheurs, notamment Jota Jota Benitez, ont dit que c'est une des premières abductions de l'histoire, et là on parle de 10 000 ans, on ne parle plus des Sumériens ou des Acadiens, là on est à 10 000 ans quand même, c'est très important, très très important, et ça va bousculer un peu les croyances qu'on a au niveau de Sumer, au niveau de... Voilà, moi je pense qu'il devant tout cela, je pense qu'il faut rester modeste, il faut aussi garder les pieds sur terre et avoir l'esprit ouvert, voilà. Donc cette dame, pour terminer, à aucun moment on doute qu'elle est déséquilibrée ou qu'elle raconte des salades, elle n'en a pas besoin. Et comment elle a approché Daniel Valverde? Il était dans un supermarché ou comme à la FNAC, il feuilletait un ouvrage ufologique, elle s'est approchée de lui, elle lui a dit voilà, je me présente, si vous êtes intéressé par mon histoire, je vous la raconte. Il lui a dit tout à fait. Et cet homme intelligent, et on sent qu'il est doué de capacités intellectuelles, et c'est un bonheur de l'entendre parler parce qu'il a un langage très très riche, c'est un gars très instruit et en même temps très ouvert et très accessible. Et ses émissions Fleuve, vraiment, c'est beaucoup de sacrifices, quoi. Et donc c'est pour ça que ça m'a attiré, que je savais que cette dame, au contraire, elle ne cherchait pas à se faire un nom ou quoi que ce soit, et son témoignage, je trouvais qu'il était très intéressant. Et pour terminer, dire qu'il y a peut-être des milliers, voire des millions de cas qui ne viennent pas à notre actualité parce que les gens ne se rappellent pas, tout simplement. C'est souvent le cas dans les abductions, c'est que les souvenirs reviennent grâce à l'hypnose, mais sinon les personnes reviennent, elles ne savent pas ce qui leur est tombé dessus. Comme si, quelque part, le phénomène aurait la capacité de nous faire oublier le temps et les choses. Enfin, comme si, quelque part, on a un programme. Moi, ça me fait penser au film La Belle Verte, avec le programme. Oui, tout à fait. Alors, on nous met un programme, on change le programme et hop, une sorte d'ordinateur interne et on peut nous le programmer s'il suffit de savoir faire, mais bon, voilà. Alors, sous hypnose, Isabelle, Malifé Hussein, qui elle se rappelle, qui a une voix qui lui dit « Mais quand même, tu ne vas pas prendre un objet métallique en photo. Quelle idée !» Elle le dit. Oui. Donc, en fait, quelque part, on l'a laissé garder cette photo parce que, à mon avis, ces entités ont la possibilité. Bon, il y a maintes cas d'abduction où quand on veut filmer, ou même dans les crop circles, la caméra tombe en rade, la batterie est vide dès qu'on sort du crop circle et c'est plein, etc. Donc, je pense que c'est peut-être voulu, je ne sais pas, hein, je ne peux pas le prouver, mais je pense qu'on l'a... On l'a laissé faire, et à l'époque c'était des appareils, en effet, c'est loin du téléphone qu'on a maintenant, c'était pas des iPhones. Ça me rappelle l'histoire de Louis Gonzalez, que je salue, de Châtenay, qu'il a pris des photos lui avec je ne sais plus comment il disait,
Bref, c'était un appareil jetable. À l'époque, on achetait des appareils jetables, tout à fait. Tout à fait. Ouais, on les Et trouvait là, dans les- il a pu prendre des photos, tandis que d'autres collègues lui ont dit non. Et ça, je parle de l'épisode de la Hacienda Aurora en Uruguay. Alors oui, Mais- là, on fera une autre émission éventuellement Voilà. avec lui pour vraiment développer ce thème de façon un peu plus... Oui, ça vaut le coup de faire une émission rien que pour ça. Voilà, Isabelle. Écoute, merci Ahmed, parce que vraiment, là, c'était un cas qu'on ne connaissait pas du tout. Toujours pas vraiment élucidé, donc cette personne est toujours en vie. Elle est toujours en vie. Elle est là. On pourrait éventuellement aller à Alicante, à Torrevieja et la rencontrer et en savoir un peu plus. Savoir qu'est-ce L'Espagne, qui est- c'est pas. On va essayer de sortir de ce déconfinement. Oui, si on peut bouger. Mais c'est vrai que ça serait intéressant de savoir si elle a eu des développements, si elle a eu d'autres manifestations, si voilà, si elle vit normalement ou si elle a des soucis. Enfin voilà, ça serait intéressant de savoir à ce jour comment elle évolue. Je pense qu'elle doit vivre normalement. Et le fait de t'avoir proposé ce cas, c'est justement parce qu'il est en train de disparaître sur le net. Et moi, je n'ai plus trouvé le Sótano Sellado. Ils avaient arrêté, maintenant ils reprennent. Et j'ai trouvé l'enregistrement audio qu'on mettra aux auditeurs et aux auditrices sur Internet Archive. Et c'est grâce à ça que j'ai pu me rappeler, me rafraîchir un peu la mémoire. D'accord. Voilà. En tout cas, un grand merci. C'était bien intéressant. Merci à toi, Isabelle. Merci aux Bah, auditeurs d'avoir écouté. voilà, jusqu'à ce qu'on trouve le fin mot de cette histoire. Si on le trouve un jour, c'est vrai que l'idée, c'est de découvrir de plus en plus de cas différents pour pouvoir faire des rapprochements. Et on en fait souvent parce que voilà, même dans cette histoire, on peut toujours recouper avec des cas qu'on connaît. Donc ça laisse des questions en suspens. Je laisserai aux auditeurs la possibilité de nous envoyer soit par mail, soit par commentaire les questions, si jamais il y a des choses que vous voudriez savoir. N'oubliez pas de nous mettre un petit pouce bleu si vous le souhaitez. Et puis je vous dis une autre fois, une prochaine vidéo, soit en direct, soit enregistrée, au repas ufologique d'Annecy, jusqu'à temps qu'on ait la possibilité de se retrouver. Au mois d'octobre, on espère que nos repas vont reprendre. Merci Ahmed, à une toute prochaine fois. Et bonsoir aux auditeurs. Restez à l'écoute de notre chaîne. Merci, au revoir. Merci Isabelle, à bientôt.